Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire co-hôte de ce podcast, journaliste et fondatrice de Thémavet. Et moi, je suis Manuelle Ornart, vétérinaire et rédactrice en chef de Thémavet. Cet été, nous vous proposons des épisodes hors série. C'est Manuelle qui a tendu son micro à 4 ASV au parcours professionnel inspirant. Vous y découvrirez leurs ressentis, leurs réflexions sur une profession qu'ils exercent avec le cœur. Vous les entendrez aussi nous parler des difficultés qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout, pas de culpabilité. Une preuve, s'il en fallait, qu'il y a 1000 façons d'être ASV. Belle écoute. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de nos 4 hors-séries de l'été dédiés aux ASV, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra Mercier. Bonjour Alexandra, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien. Alors Alexandra, tu nous as contacté à la suite de l'appel à témoins que nous avions lancé sur nos médias sociaux il y a quelques semaines maintenant, dans le but de trouver un ou une ASV qui avait une longue expérience dans ce métier. Et c'est ton cas, puisque tu es ASV depuis 24 ans aujourd'hui. Un beau parcours dans ce métier que tu as choisi comme une évidence dès l'âge de 15 ans. À 19 ans, tu as intégré le GIPSA, tu as fait ton alternance dans une petite structure des Yvelines, tu as obtenu ton diplôme d'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Tu signes alors ton premier CDI dans une structure de taille moyenne, dans laquelle tu fais essentiellement de l'accueil. Et bien que tu aimes la relation avec les clients, la partie soins du métier te manque. 3 ans sont passés chez ton premier employeur et tu intègres l'équipe de Frégis en décembre 2004. Selon tes propres mots, tu vas t'épanouir pleinement dans ce poste qui correspond totalement à ta conception du métier d'ASV. En parallèle, tu vas décider en 2011 de devenir formatrice au GIPSA pour partager ta passion et transmettre tes connaissances. Une vie à 100 à l'heure que tu nous raconteras bien sûr tout au long de cet épisode, mais qui finira par ne plus coller avec tes besoins personnels et familiaux, notamment quand, en avril 2019, tu vas devenir maman d'une petite fille. C'est ton corps en fait qui va te dire stop, parce qu'après une grave entorse de la cheville et un accident de voiture sérieux, tu vas prendre conscience qu'il va te falloir adapter ta vie professionnelle pour préserver ta vie personnelle. Signe du destin, peut-être, une ancienne interne que tu avais rencontrée 10 ans auparavant à Frégis, devenue entre-temps associée à la clinique vétérinaire des Felvettes, te contacte pour te demander si tu ne connaîtrais pas des ASV qui cherchent un poste parce que eux, justement, ils en cherchent. Tu décides alors à postuler et tu vas quitter Frégis après 17 ans pour intégrer l'équipe des Felvettes en janvier 2022. Tu as aussi mis ta carrière de formatrice un petit peu de côté, tout ça pour trouver ton équilibre entre vie professionnelle et bien-être personnel. Mais, et je te cite, tu ne te verrais pas faire un autre métier car ta passion reste intacte. Alors résumer 24 ans en quelques phrases, c'est pas simple. J'espère avoir été au plus près de la vérité et il y a encore beaucoup de choses à dire, je le sais. Alors à moins que tu ne veuilles corriger quelque chose si j'ai fait une erreur, je te propose d'attaquer l'interview. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça me va très bien, c'est tout à fait ça. Bon, c'est parfait. Alors, je te propose de commencer par creuser un peu les origines finalement de toute ton histoire. Tu m'as dit en préparant cette interview que tu avais découvert le métier d'ASV en feuilletant les dossiers qui décrivaient les différents métiers orientés vers les animaux. Alors, la première question qui me vient, c'est justement quelle place ils avaient ces animaux dans ta vie d'enfant et d'adolescent ? Enfant justement, j'ai toujours embêté mes parents pour avoir un animal parce que petite, on n'en avait pas. Ma mère était pas très animaux de compagnie et je les ai tellement embêtés que le jour de mes 10 ans, mes parents m'ont fait une surprise et m'ont offert un petit chien que j'ai appelé Pansy. Donc ça m'a, ce chien c'était un petit caniche nain. Et pour la petite histoire, j'avais rêvé 2 jours avant d'un ours bleu qui sauvait tout le monde et qui s'appelait Pansy. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit à ma mère: maman, si j'ai un chien ou un chat ou quoi que ce soit comme animal, je l'appellerai Pansy parce que j'ai rêvé de cet ours bleu qui a sauvé tout le monde et je veux que si j'ai un animal, il s'appelle Pansy. Et alors que je ne savais pas du tout que j'allais avoir un chien et que je les saoulais clairement avec. Et donc donc ce petit chien, ça a été un pauvre petit chien parce qu'on n'arrêtait pas de lui en faire voir de toutes les couleurs. Et il a vécu 16 ans. Quand j'ai décidé d'habiter toute seule aussi, j'ai voulu avoir un chat absolument pour vivre chez moi.
Et j'ai essayé plusieurs fois de ramener des chats de la clinique où je travaillais en apprentissage chez mes parents plusieurs fois, et plusieurs fois ce fut un échec parce qu'ils disaient non, tu le ramènes. Et puis j'ai eu mon premier chat qui était un chat assez particulier parce que c'était un chat qui était tombé la tête la première dans le ciment. On l'a récupérée, elle a passé 15 jours hospitalisée, elle avait la tête toute brûlée par le ciment, du coup on lui grattait ses croûtes et tout ça. Et en fait mes parents, donc c'était un peu avant que je déménage de chez eux, m'ont dit bon, t'as l'air d'avoir craqué dessus, tu peux la prendre. Et donc je l'ai prise chez mes parents, et 6 mois après j'ai déménagé toute seule dans mon appartement. Et donc c'était Tundra, et qui est partie il y a pas si longtemps que ça, à l'âge de 18 ans. Elle m'a accompagnée dans toute ma jeunesse. Finalement, ton premier animal relativement tard dans ta vie, mais depuis toujours, tu étais attirée vers les animaux. Et donc, c'est comme ça que tu t'es intéressée et que tu t'es plongée au départ dans ces recherches de métiers autour des animaux. Parce que finalement, tu étais quand même très jeune quand tu as choisi ta voie et ton métier, avec une assurance, et tu vas nous expliquer ça, mais quand même extrêmement forte. Alors, parmi tous les métiers animaliers, parce qu'il y en a quand même pas mal, tu as choisi ASV, et j'aimerais que tu nous dises pourquoi celui-là et pas un autre. Alors, en fait, au départ, je m'étais posé la question d'être vétérinaire, mais je ne me voyais pas, en fait, en voyant un peu ce que c'était que le métier, parce que je me suis renseignée, j'avais 14-15 ans, je me suis renseignée ce que c'était, et je me voyais pas avoir toutes les responsabilités qu'avait un vétérinaire. Moi, le but, c'était pas de poser un diagnostic, de faire d'être de gérer une clinique, enfin tout ce côté-là, le côté études aussi très long. J'étais pas très études, enfin j'étais pas mauvaise à l'école, mais j'étais pas, enfin voilà, je savais que faire des longues études, c'était pas fait pour moi non plus. Et en fait, donc j'ai regardé les métiers autour vétérinaires, et oui, en feuilleton, en fait, c'était les CDI à l'époque au collège, et j'ai vu, c'était pas marqué auxiliaire spécialisé vétérinaire, c'était marqué aide vétérinaire. Et donc j'ai fait ça existe, aide vétérinaire. Et en fait, à l'époque, il y avait Luxé de 96, et je pense que j'ai vu ce métier-là, où ça venait d'exister. Je sais plus exactement, ça devait, parce que c'était assez vieux, hein, quand même. Oui, le temps passe, hein. Oui. Et donc après, je me suis renseignée avec l'aide de mes parents si ça existait vraiment. Et là, j'ai découvert différentes. Il y avait les 2 écoles à l'époque. Je pense qu'il y avait pas d'autres écoles. Il y avait le Bonaparte et le GIPSA. Et donc, en fait, on a commencé à regarder pour Bonaparte, qui était plus facile d'accès. Parce que c'était payant, mais par contre c'était vraiment très cher. Je crois que c'était en francs à l'époque, hein, c'était 16 000 francs l'année, je crois, un truc comme ça. Et du coup mes parents m'ont dit bon, tiens, regarde, il y a une autre formation, c'est en alternance, ça te correspondrait bien. Il faut avoir le niveau première pour l'avoir. Donc je me suis dit voilà, ça y est, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai fait ma seconde, ma première, je suis passée en première S. Parce que je me suis dit bon, allez, pour se mettre bien dans le milieu, je me mets plus en scientifique, spé bio, comme ça j'étais voilà. J'ai fait ma première sans problème, et puis je savais que j'avais mon niveau de première, j'ai tout lâché. Je me suis dit bon c'est bon, j'ai ma première, j'ai pas besoin. Donc j'ai fait mon année de bac, quand même, mon année de terminale, pour faire plaisir à mes parents, parce que mes parents voulaient que j'ai mon bac. Parce que, pour la petite histoire, juste ma maman n'a pas son bac, et elle a toujours dit j'aimerais bien juste que vous ayez votre bac, après vous faites ce que vous voulez. Et bon, pour le coup, moi c'est raté parce que je ne l'ai pas eu. Enfin, j'ai essayé, et en fait j'ai fait donc je l'ai raté la première fois, mon bac, et j'ai cherché un veto. À la fin de ma première terminale, j'ai cherché un veto pour le contrat en alternance, parce que ça, il faut avoir son employeur pour pouvoir intégrer l'école. Et je l'ai pas trouvé. J'avais commencé en janvier, et je l'ai pas trouvé pour le mois de septembre. Et donc du coup, j'ai recommencé une année de terminale, et 3 semaines après avoir commencé ma seconde année de terminale, j'ai un veto qui m'a appelé justement à Bougival.
et qui m'a embauchée en contrat d'apprentissage. Et donc du coup j'ai abandonné ma terminale et j'ai tenté de passer mon bac par correspondance que je n'ai jamais eu. Mais alors en plus, du coup, c'était en parallèle finalement de ta oui, première année d'alternance, donc c'est ça. Donc c'est quand même un sacré défi, ouais. puis j'étais plus du tout motivée pour avoir mon bac parce que je faisais ce que je voulais. Et puis en commençant les cours, en commençant le métier, à apprendre le métier, j'ai vraiment compris que c'était ça qui me plaisait, que c'était ce que je voulais faire. Pour moi, les cours, c'était facile, c'était fluide. C'était un métier qui était concret parce que, pour moi, tout ce qui était cours généraux, c'était vraiment trop abstrait pour moi. Et là, c'était vraiment quelque chose qui me parlait vraiment et qui me convenait. Donc, je me suis pas dit. Tu as foncé. Ouais, c'est ça. Le bac, je l'ai repassé, la deuxième fois, mais j'ai même pas le rattrapage, rien du tout. Je trouve que déjà c'est beau d'avoir eu la persévérance de le retenter une deuxième fois, parce que tu nous expliques un peu là et qui est, je pense, intéressant, c'est que finalement quand on n'a plus la motivation parce que c'est un indispensable pour arriver quelque part, quand même mine de rien on est moins efficace pour aller au bout du projet, même si en fait au fond tu étais hyper motivé, mais parce que tu connaissais le projet et tu savais ce que tu avais envie de faire, et de ce côté-là pour le coup t'as rien lâché. Donc 2 ans en alternance dans une petite structure, tu l'as dit, à Bougival. Comment ça s'est passé ces 2 années d'alternance en termes de formation, d'acquisition des connaissances, mais aussi des compétences? Qu'est-ce que tu retiens finalement de ces 2 années d'alternance? Alors de ces 2 années, je retiens vraiment que beaucoup de positifs, mais principalement pas forcément par rapport au vétérinaire qui m'a formée, parce que c'est pas vraiment lui qui m'a formée. En fait, là-bas, il y avait une ASV. Il n'avait pas son diplôme parce que ça faisait 15 ans qu'elle faisait ce métier. Donc déjà, j'ai commencé par un exemple d'ASV qui faisait son métier par passion, et qui s'appelle Hélène, et elle était géniale. Elle m'a tout appris, elle faisait absolument tout. Elle avait une façon d'accueillir les clients, elle les connaissait comme si c'était ses clients à elle. Elle a une clinique, c'était comme si c'était sa clinique. Elle faisait, elle m'a énormément appris. On faisait beaucoup de les gestions des chenilles, même s'il y avait pas beaucoup d'hospitalisés, parce que c'était un vétérinaire qui était tout seul. Mais quand on avait des hospitalisés, on les gérait vraiment complètement. Elle était, le conseil client, il n'y avait pas vraiment. En plus, c'était une clinique un peu particulière parce qu'il n'y avait pas d'accueil à l'entrée. On rentrait dans la salle d'attente, on rentrait ensuite dans la salle de consultation. C'était vraiment, ça m'a confirmé que j'adorais ce que je faisais. C'était vraiment. Et puis cette ASV qui m'a appris mon métier. J'ai encore de temps en temps de ses nouvelles, et maintenant elle est plus ASV pour des raisons personnelles, mais elle m'a vraiment énormément appris ce métier. C'est elle qui m'a tout appris, en fait. Ce que tu nous expliquais là, et que je trouve à remarquer et à noter, c'est qu'effectivement tu as commencé ce métier il y a plusieurs années maintenant, et que à l'époque finalement c'était le début du GIPSA, le début des formations officielles pour les assistantes vétérinaires. Tu as choisi de te former, tu as fait le GIPSA, et puis une fois diplômé, tu as décroché ton premier poste en CDI dans une structure de taille moyenne qui n'est pas la structure dans laquelle tu as fait ton alternance. Qu'est-ce que tu retiens de ce premier poste post-diplôme ? Ce premier poste, en fait, la petite clinique où j'étais à Bougival, ils pouvaient pas, pour des raisons financières, me garder. Ils voulaient me garder qu'en CDD, mais ils pouvaient pas me garder parce que il y avait déjà Hélène qui était là-bas. Et donc du coup, et puis je me voyais pas rester dans une petite structure, et je voulais une structure un petit peu plus importante avec plusieurs vétos pour voir un peu plus de choses. Et du coup, j'ai postulé dans quelques cliniques, et en fait, c'était presque la première où j'avais postulé, et c'est la première où j'ai été prise parce que en ayant le diplôme, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de trouver de trouver directement. Donc en fait, j'ai enchaîné mes deux contrats, et ça a été
une clinique où j'ai vu une autre facette un peu du métier d'ASV, c'est-à-dire principalement l'accueil, où c'était beaucoup plus cadré, on va dire, le métier d'ASV, c'est-à-dire que on avait les matinées où c'était la chirurgie, les après-midi on faisait les rendez-vous, j'avais des horaires qui étaient un peu plus, je travaillais que les matinées jusqu'à 14h, je travaillais pas le lundi, je travaillais le samedi, enfin voilà, c'était des horaires un peu plus classiques en tant qu'ASV. Et c'est vrai que d'avoir le contact avec la clientèle, que les gens me reconnaissent, qu'on faire du conseil ASV, du conseil, ça m'a plu. Et en même temps aussi, on gérait quelques hospitalisés, mais les vétos où j'étais étaient un peu frileux et du coup osaient pas trop nous laisser faire. On faisait les soins de base, d'hygiène des animaux, mais tout ce qui était injection, on faisait rien du tout. Après, par contre, ce qu'on faisait, c'est qu'on aidait en chirurgie et des fois on mettait les gants pour aider en chirurgie. Donc voilà, mais vraiment la clinique, le rôle d'ASV, comme il y a beaucoup en clinique, mais sans dépasser le rôle que légal, on va dire, voilà, aussi le rôle complètement légal de l'ASV. On le sait, c'est une des difficultés de ce métier d'ASV et qui est en train d'évoluer. On en avait fait un article, on vous mettra le lien dans la bio, pour effectivement exprimer le fait qu'il y a un décalage entre ce que la loi permet et le besoin de terrain, je dirais, et la réalité parfois sur le terrain entre ce que font les ASV et ce qu'elles ont légalement le droit, il et elles d'ailleurs ont le droit légalement de faire. Alors après cette première expérience où, comme tu nous le réexpliquais à l'instant, finalement c'était beaucoup de la relation client et peut-être que la partie soins était moins présente par rapport à ce que tu espérais. Une des très grandes étapes de ta carrière, c'est ton poste à Frégis, qui a quand même duré 17 ans. Quand j'ai lu ton mail de préparation, j'ai senti à quel point ce poste a été important pour toi. Et j'aimerais que tu nous expliques pourquoi et qu'est-ce que tu as vécu finalement là-bas qui a été aussi exaltant et motivant pendant ces 17 années? Oui, c'est sûr. J'ai postulé là-bas. J'ai vu que j'en avais marre de faire que de l'accueil et que ça ne me convenait plus. J'ai postulé que à Frégis parce que oui, on référait beaucoup là-bas. J'avais des anciennes copines de promo qui avaient bossé un petit peu là-bas. Et c'était exactement ma vision. Enfin, ce que je pensais que c'était exactement la vision du métier, c'est-à-dire, on fait plus du tout d'accueil, ou presque pas, et on est que aux soins. Et en fait, donc j'ai postulé, j'ai été prise tout de suite. J'ai eu 2 mois de préavis, j'ai commencé. Et en fait, là-bas, j'ai découvert une façon de travailler où on est direct en contact avec l'animal. On fait des soins. On est en contact direct avec les vétérinaires. On bosse pas avec nos patrons entre guillemets. On bosse plus avec les vétérinaires salariés. Après, quand je suis arrivée là-bas, on était 9 ASV. D'accord. Il y avait une vingtaine de vétérinaires. Et pour dire juste maintenant, il y a 32 ASV et il y en a presque une centaine de vétérinaires. Et donc en fait là, à l'époque, c'était vraiment une clinique où on faisait du soin. Et en même temps, il y avait tout cet esprit très familial qu'il y avait à Frégis, c'est-à-dire que on était quand même une grosse équipe, parce que 9 ASV, une vingtaine de vétos, c'est quand même une grosse équipe. Et mais on était tous ensemble, on bossait tous ensemble. Le but c'était que les animaux soient bien. On voyait beaucoup de cas. C'était un rythme assez intense. J'ai commencé surtout par faire des nuits au départ, parce que quand on arrive à Régis à l'époque, c'était pour faire des nuits au début. J'en ai fait pendant 2-3 ans, et ça au début les nuits, mais j'adorais faire des nuits parce que c'était un rythme complètement différent. Et en fait on voyait, on était avec seulement un interne et on gérait nous les urgences, on gérait les animaux du chenil, on était responsable du chenil, et du coup, c'était vraiment du soin. Et là, j'adorais faire ce qu'on faisait. On voyait, des cas, des torsions d'estomac, des paralysés qui arrivaient, qui marchaient plus. On voyait aussi des accidentés, des parachutistes, plein d'urgences. Ça m'a énormément, déjà rien que les nuits, ça m'a énormément appris sur la gestion d'urgence, sur
la gestion de la douleur, la gestion de tout ça. Et après, au bout d'un moment, on fait de moins en moins de nuit, on passe un peu plus en jour, et jusqu'à ce que il y en a plein d'autres nouveaux qui arrivent, et du coup, je peux ne plus faire de nuit. Donc, j'en ai fait un peu plus que ce que j'aurais pas pu faire parce que ça me plaisait. Et ensuite, je suis passée que en jour. Et là, en jour, je me suis plus, en fait, à l'époque, hein, à Frégis, c'était quand l'évolution normale, c'était on passait à l'ISV de chirurgie normalement. Et en fait, moi, je suis jamais passée à l'ISV de chirurgie. J'ai essayé de tenter un peu. Je me suis formée en chirurgie, mais en fait, la chirurgie, c'était, on faisait surveillance d'anesthésie, on faisait la gestion des boîtes, enfin voilà, le ménage du bloc, mais on voyait les animaux que endormis. Et en fait, moi, ce que j'aime toujours, c'est le contact avec les animaux, c'est leur faire des soins, comprendre ce que je fais, même si en chirurgie on comprend ce qu'on fait aussi, mais c'est plus, on n'est pas les mains dedans en fait, c'est plus ça. Et donc du coup, moi je suis restée, j'ai jamais upgradé, on va dire, en chirurgie. Je suis restée en médecine. Je me suis avec une autre ASV aussi qui n'a jamais voulu faire de chirurgie à l'époque. Après, il y en a eu d'autres qui ont suivi, qui se sont dit non, moi aussi la chirurgie. Mais c'est vrai que je suis restée vraiment que en médecine, et ça m'a énormément plu, tout le côté médical, parce que la médecine, c'est tellement vaste, c'est tellement, il y a plein de la médecine interne, il y a plein de cas, il y a puis de toute façon, souvent les trucs de chirurgie partaient ensuite en médecine quand ils n'arrivaient plus à les gérer. Donc c'était un mélange de tous les cas. On apprend toujours, tous les jours. Il n'y a pas de moment où on n'apprend pas. C'est c'est vraiment hyper stimulant. En plus, on a une équipe à l'époque où c'était vraiment tout. Dès qu'il y avait un moyen d'aller faire une petite soirée, on se faisait des petites soirées tous ensemble. On rigolait entre pendant les journées de travail, on se mettait de la musique. On avait le droit d'avoir la musique au chenil, donc on se mettait. Oui, il y avait une vraie ambiance. Tu disais tout à l'heure cet esprit de famille. Et ouais. Pendant toutes ces années, tu m'expliquais pendant qu'on préparait cette interview que tu as même évolué pour devenir un peu coach des ASV. Ça consistait en quoi ce rôle ? Alors ce rôle, ça a évolué au fil du temps. Donc au début, on était coach. Alors moi, j'ai été au début, il y avait 3 coachs dont je ne faisais pas partie, et j'étais la suppléante. C'est-à-dire que quand il y en avait une en vacances, je les remplaçais. Et en fait, ces coachs à l'époque, au départ, étaient pour gérer la journée de travail. Parce qu'il y avait beaucoup de travail, que c'était le bazar complet, c'était mal organisé. Donc ils ont dit on va mettre des ASV qui vont gérer ces journées et qui vont diriger les gens, qui vont aussi aider à faire des examens complémentaires, parce qu'il y avait au départ où je suis arrivée, il n'y a pas d'IRM, il n'y avait pas de scanner, on avait juste les radios, et ensuite quand c'est arrivé, on a eu besoin justement de devoir organiser les journées même il n'y avait pas de spécialistes en échographie, il n'y avait pas d'imageurs quand je suis arrivée, donc en fait ils se sont de plus en plus spécialisés avec le temps. Et donc au départ, le rôle de coach, c'était diriger les ASV de la journée, répartir les ASV en différents postes, une en médecine, une en chirurgie, une en clinique de chirurgie, une en AC, on disait en diagnostic, donc tout ce qui est examen complémentaire. Et donc les coachs, c'était les D1, du coup qui géraient, au départ c'était gérer et les examens complémentaires et aussi contrôler le chenil. Et au fur et à mesure du temps, on a donc il y en a une des coachs qui est partie, et du coup j'ai pris sa place. Et puis après il y en a une 4e qui est arrivée peu de temps, après que moi j'ai pris le rôle de coach aussi. Et en fait on était 2 de médecine et 2 de chirurgie. Et donc après, vu que ça plus ça allait, plus ils se spécialisaient, ils prenaient de nouveaux spécialistes, des résidents. Donc on avait de plus en plus de vétérinaires qui arrivaient, les internes étaient de plus en plus nombreux. Et donc du coup ils nous ont un peu upgradé entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont mis des responsables de chaque
de chaque chenil, de chaque pôle, et enfin des responsables, mais pas, enfin genre c'est une personne plus responsable, et nous du coup on était responsables aussi de pôle diagnostic, et on gérait aussi les plannings, ça a été depuis le début, les plannings, on gérait les recrutements, enfin voilà. Oui, donc vous aviez un vrai rôle de Ouais. non seulement d'organisation, mais en fait c'est finalement vous quelque part qui participiez à la fluidité du travail collectif, notamment parce que tu parlais à l'instant du nombre de résidents, les internes, les stagiaires aussi. Je suppose que vous aviez de plus en plus nombreux et qu'il fallait que tout ce petit monde arrive à travailler de façon coordonnée. Et c'est vous qui ajustiez pour savoir là où il y avait besoin de. Oui, c'est ça. Ok. Et puis les vétérinaires nous ramenaient les cas en journée, et donc il faut faire ça, et c'était à nous de dispatcher. Alors toi tu vas aller là, toi tu vas aller là, et puis bon bah il y a personne, ok ça va être moi, et puis enfin D'accord. voilà, enfin voilà, oui c'est nous qui avons un rôle de triage entre guillemets. C'est ça. Ouais, d'accord, ok, très bien. Ok, bah ça devait être intense et Oui. passionnant. C'est ce qui a participé a priori à ton engouement pour Frégis pendant toutes ces années. Si je compte bien, on a 17 ans à Frégis, on a 3 ans dans ton premier poste, les 2 années d'alternance. Avec tout ça, on est déjà à 22 ans de métier. Alors, je sais pas si tu le sais, mais il y a une thèse vétérinaire qui a été faite par une consoeur, maintenant, Ariane Vasseur, sur les reconversions professionnelles chez les ASV. Et on mettra d'ailleurs le lien en bio pour ceux que ça intéresse. D'après cette thèse, seule une toute petite minorité des ASV reste dans le métier au-delà de 10 à 15 ans de pratique. À aucun moment, toi, tu n'as eu envie de changer de métier? Non. Déjà, je me voyais jamais faire autre chose. Et quand j'étais à Frégis, il y en a qui me disent: «Ah, mais comment tu fais pour rester dans ce rythme-là?» Parce que, bah, oui, ça aussi, j'ai pas précisé, c'était des journées de 8h à 20h qu'on faisait. Du lundi, au départ, c'était du lundi au dimanche. Après, c'était que 4 ou 3 ou 4 jours par semaine. Les dimanches, au bout d'un moment, en étant responsable, les responsables ont arrêté de faire des dimanches, mais bah voilà, 8h 20h du lundi au samedi, c'était des grosses journées. Mais il y en a plein qui me disaient: «Ah mais tu te vois rester longtemps ici et tout?» Je fais: «Bah franchement, je vois pas pourquoi je partirais. Je fais un métier que j'aime, je m'éclate à mon boulot, je m'éclate avec mes collègues, enfin j'ai aucune contrainte extérieure, enfin voilà, et puis enfin voilà, pourquoi est-ce que je partirais?» Non, je suis bien, oui, c'est sûr qu'il y a des journées, on sort, on est sur les rotules, on s'assoit, on fait: «Je crois que je me suis pas assise la journée en fait là». Enfin voilà, c'est sûr que c'est intense. Il y a des jours, on se dit, mais des fois, on a envie de péter des plombs. Comme bien sûr, c'est pas tout rose, hein, clairement pas. Hein, même c'est des fois, on a envie de dire, j'ai pas de 10 mains, je sais pas me dédoubler. Mais c'était vraiment très très stimulant. C'était passionnant. C'était enfin en plus, on s'éclatait. Enfin voilà, il y avait une ambiance dans la clinique où bah, on aimait tout ce qu'on faisait. Enfin voilà. Après ça, il y a énormément aussi le gros avantage aussi de Frégis, c'est que tous les ans les équipes changent. Donc les internes changent, tous les 3 ans les résidents changent, et en fait on rencontrait toujours de nouvelles personnes. Donc c'était aussi toujours renouvelé. Enfin voilà, on n'était jamais avec les mêmes personnes, les mêmes têtes. Et puis bah, s'il y avait quelqu'un qui râlait, ben ça se fondait dans la masse de toutes les personnes qu'il y avait. Et puis bah je suis d'un caractère aussi assez positif, assez enfin j'aime bien rigoler, j'aime bien faire la fête, j'aime bien enfin voilà, donc j'étais dans une bonne dynamique, et je me voyais, et puis le métier, enfin voilà, oui, ce métier, j'ai toujours voulu faire ce métier, je me rappelle pas avoir voulu faire autre chose. Et c'est vrai que bah c'est je pense que le hasard a fait que, parce que bah le rôle de responsable, au départ, je pensais, je l'ai fait en suppléant, parce que je me suis dit: «Ah, oh, oui, si vous avez besoin, je peux être là». Et puis je me suis retrouvée après à être coach, enfin voilà. Et tout ça, ça m'a confortée, enfin dans le fait que bah si, je fais bien mon métier. Oui, c'était une forme de reconnaissance Voilà, finalement, c'est ça. de t'offrir ces responsabilités supplémentaires-là, c'était aussi une façon, de te montrer et de valoriser, tes compétences et tes qualités. Donc, Mmh. d'accord, non, c'est intéressant et en même temps, ça paraît tellement, quand on t'écoute, tellement logique de se dire, bah, bonne ambiance, bonne équipe, renouvellement d'équipe, donc, bah, finalement,
pas de raison que les conflits s'installent, que les rancœurs s'installent, et puis évolution de ton poste, qui fait que finalement tu tombes jamais dans une routine répétitive peut-être. Donc tout ça a participé à rendre ce poste extrêmement riche et intéressant. Mm. Dans ton entourage, est-ce que tu connais d'autres ASV qui ont des expériences comme ça de plus de 20 ans de carrière? Bah, Pas l'ASV beaucoup. avec qui j'ai travaillé à Montrouge, dans la petite clinique avant de bosser à Frégis. Elle est toujours ASV et pareil, elle est dans une clinique moyenne, mais elle est à Saint-Jean-de-Mont maintenant. Et on est toujours amis, on se voit régulièrement. Et elle est partie de Paris pour avoir sa vie de famille et elle est partie dans une clinique où elle est que en backup, donc elle est que en chirurgie elle aussi elle s'épanouit parce que elle s'éclate aussi au travail et elle s'éclate avec son équipe, la clinique aussi et elle c'est beaucoup plus tranquille toute l'année et c'est elle en été où elle a beaucoup de et Pendant les voilà vacances. c'est ça c'est ça et c'est vrai que c'est quelqu'un aussi de passionné. Et c'est vrai d'avoir bossé 3 ans avec elle aussi m'a montré aussi quelqu'un qui aimait son métier. En fait, j'ai bossé avec beaucoup de personnes qui aimaient ce métier, donc je pense que ça m'a montré que ce métier, est un métier Oui, que c'est qui, positif. Finalement, voilà, ça reste dans un esprit positif aussi. Si tu es en contact permanent avec des gens qui finalement sont pas satisfaits de ce qu'ils font, ouais, c'est probablement pas il y a un possible. côté un peu contagion Ouais, qui ouais, fait. D'accord, ok. ouais. Dans sa thèse vétérinaire, là, Ariane Vasseur, elle explique, elle avance que les principales hypothèses qui poussent la majorité des ASV finalement vers la reconversion professionnelle, c'est le manque de reconnaissance, le manque de perspective et des conditions de travail difficiles. Pour les ASV que toi, tu as vu quitter la profession, c'était ça ou Ouais. tu as vu d'autres choses? C'est oui le salaire qui est pas assez élevé parce que après moi je pars du principe que ça justement par rapport au salaire que on sait en faisant ce métier-là qu'on sera jamais bien payé. Même Mm. si je savais dès le départ en m'engageant dans ce métier-là en faisant un métier où moi à l'époque on n'avait pas besoin du bac, on n'avait pas besoin de faire beaucoup d'études. Moi de mon niveau à moi personnel, c'est très Mhm. personnel. Je me suis dit je fais un métier où j'ai pas besoin de beaucoup d'études, faut pas que je m'attende à gagner beaucoup de Mhm. c'est personnel. Après c'est vrai que ce côté-là pourrait être plus justement par rapport à la reconnaissance que moi j'ai réussi à avoir dans ma carrière. Il y a certains vétérinaires qui estiment que leurs ASV sont là pour faire ce qu'ils ont besoin qu'elles fassent et pas plus. Et j'ai dit ça, tu fais ça. Et pas voir que la qualité qu'elles peuvent leur apporter de travail en plus, quoi, parce que les ASV c'est tout ce qu'elles demandent en fait, c'est d'être reconnues pour ce qu'elles sont et qu'elle fasse un métier qui soit agréable. C'est vrai qu'il y a certains, Frégis, c'est un peu ça aussi qui m'a fait partir de Frégis aussi. C'est un peu cette surcharge de travail aussi parce que, Frégis, il y en a beaucoup qui diront, Frégis, c'est l'usine. Mais et c'est au bout d'un moment, ça l'est devenu de plus en plus. C'est parce que, à un moment, on n'est pas des machines. On ne peut pas, faire un travail que font 3 personnes, quoi. Donc ce côté oui la plupart des ASV qui sont partis qui ont fait autre chose c'est soit parce que le métier en fait elles se rendaient compte que celles qui s'en vont très tôt c'est parce qu'elles se rendent compte que le métier est pas fait pour elles que d'être les vomissements, les poils, ça leur plaît pas. Et il y en a beaucoup qui font des allergies aussi, énormément. Contrairement, il y en a énormément qui font des allergies et du coup qui supportent plus de faire ce métier-là à cause de ça. Et après ceux qui partent au bout de pas mal de temps, oui, c'est parce que le métier, ils ont pas assez de reconnaissance dans le métier et que le métier est trop difficile à long terme et qu'ils ne voient pas finir justement leur carrière dans ce métier-là parce que physiquement c'est trop dur. Oui, donc finalement, dans ce que tu nous expliques, il y a quand même deux choses. Finalement, il y a deux leviers, il y a deux phases presque. Finalement, les abandons très précoces, c'est presque des erreurs de casting, Mm. d'après toi, plutôt des gens qui avaient imaginé autre chose, s'attendaient à autre chose de ce métier-là, et puis à la longue, c'est
le manque de reconnaissance financière, éventuellement qui pousse un peu vers la sortie certains. Alors après, je trouve que c'est important de le rappeler ici. Il faut quand même savoir que de façon générale dans la société à l'heure actuelle, on fait de plus en plus des carrières multiples, c'est-à-dire que dans toutes les professions, il y a de plus en plus de reconversions professionnelles. C'est pas réservé aux ASV. Donc pour revenir à ton parcours, tu as abordé là il y a quelques secondes le fait que tu as fini par choisir de quitter Frégis, en partie pour une surcharge de travail. Quand on a préparé cette interview, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi parce qu'il y a eu des changements dans ta vie personnelle qui ont fait qu'à un moment donné, le travail à Frégis était peut-être plus tout à fait compatible avec ta vie personnelle. Est-ce que tu peux quand même nous en dire un peu plus sur ce qui finalement t'a poussé à partir de Frégis et qu'est-ce qui a été peut-être l'élément déclencheur de ce départ? Ce qui m'a poussée, donc, le fait d'avoir eu un enfant a changé aussi un petit peu ma façon de travailler, de voir la vie aussi, tout simplement. Et donc, ma fille, elle est née comme tu disais tout à l'heure, en avril 2019, et donc au début, j'ai trouvé une crèche qui avait des horaires larges, où on allait chercher à 20h, donc les années en crèche. C'est pas simple, hein. Non, mais c'est sûr que, en même temps, c'est une crèche qui est en plus juste à côté de chez nous, donc au début, je me suis pas vraiment posé la question. Je me suis toujours dit, on trouvera toujours des solutions pour que je puisse rester là-bas, parce que j'adorais travailler à Frégis, ça c'est certain. Et en fait, le travail là-bas a pris en ampleur de plus en plus ces dernières années. Ce qui a un peu commencé à me rendre un peu, à moins de convenir. Voilà, à moins de convenir, tout à fait. C'est le fait que ils nous ont donné de plus en plus de tâches en tant que responsables. C'est-à-dire que on avait les plannings, les recrutements, ils nous l'ont donné en plus. On gérait surtout principalement les recrutements des contrats pro. Donc, ce qui faisait énormément de CV à traiter parce qu'on en recevait une quantité astronomique. Oui, j'imagine. On devait aussi gérer les plannings et les plannings. Donc, pour 32 ASV, je te laisse imaginer ce que ça faisait. C'était du sudoku, on va dire, parce que c'était chacun son planning, chacun ses demandes, Et en fait, il y a un associé qui est arrivé après, et on va dire qu'il c'est un peu, c'est lui et sa façon d'être, sa façon de penser la clinique qui m'a un peu refroidi, on va dire. Bon, c'est en temps normal, ça serait passé, mais bon, vu que toute ma vie avait changé, ma façon aussi de voir la vie avait changé avec ma fille. Et en fait, il a voulu changer la façon de faire les plannings, et c'était mon tour de faire les plannings, parce qu'on faisait 3 mois chacune. J'ai fait un premier planning en sachant que ça prenait du temps, et il me l'a fait refaire, je pense, 5 ou 6 fois. Et du coup, et en réunion devant tout le monde, il disait non, ça va pas, ça va pas. Et en fait, je me suis sentie vraiment rabaissée, que je faisais pas du bon travail, et j'étais là, mais je suis pas là. Alors que j'avais l'impression de me donner encore plus. Et j'étais là, mais ça fait 16 ans à l'époque que je travaille comme ça, que je travaille là. C'est pas pour être traité comme ça, alors que je pense vraiment pas faire du mauvais travail. Les autres co-responsables me disaient non, t'inquiète, prends pas ça pour toi. Les autres associés aussi, étaient très. Oui. Après, comme tu disais, ce qui est probable, c'est qu'en partie, c'est tombé aussi à un moment où tu avais plus la tolérance. Potentiellement, tu aurais même pas remarqué ou relevé de façon pas excessive, mais tu vois, de façon importante, cet événement-là. C'est peut-être simplement aussi qu'il est arrivé à un moment où tu avais plus envie d'accepter ces contraintes-là. C'est ça. Et puis la charge de travail était de plus en plus importante. On devait gérer aussi les remplacements, vu qu'il y avait beaucoup plus d'équipes, il y avait beaucoup plus de remplacements à gérer. On les gérait tous ces 4 avec les filles. On les gérait en dehors de nos heures de travail. On les gérait le week-end. Tout le temps, on devait toujours être en disponibilité tout le temps. En fait, on n'avait pas de moment de pause où on pouvait se dire là je suis en repos. Non, on peut toujours. Mais pas de possibilité de vraie déconnexion. Non, voilà. Et
C'est vrai que mon mec commence à dire: «Tu pas l'impression d'être toujours, au travail?» «Mais non, t'inquiète, je fais ça» et puis enfin voilà, parce que, et en fait, à un moment, je faisais de la course à pied avec une de mes collègues, qui était aussi responsable et puis, je m'étais déjà fait plusieurs entorses et puis là, on court et puis, je me suis fait une entorse, grave de la cheville. Moi, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais, on continue à courir et en rentrant, j'avais une cheville énorme et puis j'ai passé des radios et j'avais arrachement osseux, rupture ligamentaire et tout ça. Alors que je courais pas vite, je me suis juste pris dans des pavés. Et en fait, pendant que j'avais eu cette entorse grave de la cheville, justement, j'ai Aurélia, donc l'associée des Felvet, qui m'appelle en me disant oui, cherche une ASV, est-ce que tu aurais des ASV qui cherchent, on est en galère, c'est dur de recruter en ce moment et tout. Et à l'époque, je lui dis oh, bah non, j'ai pas d'ASV, mais si j'en ai, je te tiens au courant. Et c'est resté dans ma tête. Et donc après, j'ai eu cet accident de voiture où en fait, y a, comme tu disais, le destin, il y a rien qui arrive par hasard. Parce que cet accident de voiture, en fait, c'est moi qui avais organisé une journée au parc Astérix avec toutes mes collègues de Frégis, toutes les ASV. J'avais organisé ça pour dire on a besoin de ça parce que l'équipe aussi commençait un petit peu à, enfin avec le déménagement qui se profilait, on commençait à voir que l'équipe ça allait être sectorisé, on était de moins en moins en groupe et je m'étais dit on va organiser cette journée pour essayer de se retrouver tous et montrer que il y a toujours cet esprit d'équipe Frégis. Et donc du coup on a eu cet accident de voiture en y allant avec 3 autres collègues et enfin voilà, on a fait des tours sur l'autoroute, pas des tonneaux mais des tours comme ça sur l'autoroute. Ah oui. J'ai eu un traumatisme crânien, enfin voilà, j'ai eu pas mal de choses et du coup ça m'a, enfin clairement à un moment j'ai cru que j'allais mourir parce qu'on a foncé dans un terre-plein, donc enfin voilà, ça m'a fait vraiment peur et du coup, on n'est pas allé à cette journée. Enfin, j'y suis pas allée alors que c'est moi qui l'avais organisée. Et je me suis dit après cet accident-là, où je me suis dit mais, enfin, j'ai eu peur de mourir. Et je me suis dit la vie est trop courte pour que pardon pour le terme, je m'emmerde avec un poste où j'ai l'impression de ne pas vivre ma vie. Ce qui s'est passé, ça veut peut-être dire quelque chose. Et du coup, c'est là où j'ai recontacté justement, même pas un mois après, non, même pas un mois. 15 jours après mon accident, 15 jours après mon accident, j'ai recontacté Aurélien en lui disant, voilà, ton poste, tu cherches toujours quelqu'un? Il me dit oui. Je fais, bon, écoute, qu'est-ce qu'il y a dans ce poste-là? C'est quoi le poste, en quoi il consiste? Elle m'explique et je fais, écoute, ce serait pour moi, est-ce que ça te dirait? Et voilà. Et du coup, elle me fait, mais oui, carrément. Et donc, j'ai fait une journée d'essai sans en parler à mes co-responsables. Au début, j'en ai parlé à personne que je voulais partir parce que je savais pas si vraiment je voulais partir de Frégis parce que, comme j'ai déjà dit, c'était ce métier-là me tenait, enfin, ce poste-là. C'est presque pas le même métier, tu vois. Je dis un peu, oui. C'est presque pas le même, même si c'est ce poste-là me tenait vraiment à cœur et parce que je me suis investie pendant 17 ans dans la clinique, dans Frégis. Oui, bien sûr, oui. C'est toute une partie de ma vie, j'ai adoré ce que je faisais là-bas. Bon, à la fin, c'était plus dur, mais et en fait, j'ai passé une première journée d'essai au mois de juillet où je savais pas trop. Aurélia m'a dit, essaye de postuler dans d'autres structures, voir si c'est vraiment ce que tu veux. Ou enfin voilà, elle était géniale, Aurélia. Donc j'ai essayé de postuler un peu ailleurs. J'ai vu dans d'autres cliniques, mais ça ne convenait pas de travailler dans des petites cliniques où on faisait au corps de l'accueil trop. Enfin voilà, ça m'a pas plu. Et donc j'ai refait une deuxième journée d'essai au mois de septembre. Et donc du coup je lui ai dit écoute, ça me plairait bien de venir bosser avec toi, la clinique me correspond tout à fait et du coup j'ai commencé en janvier 2022 à travailler à Felvet et c'est une clinique en fait qui est que de référés en oncologie, donc ce qui est très intéressant parce que l'oncologie on en faisait un petit peu après, j'avais un peu commencé aussi à y être, c'était un des services qui avait ouvert il n'y a pas si longtemps que ça et j'avais commencé un peu à y être et c'était déjà très intéressant et c'est en plus le fait d'être une clinique 100% référée, du coup on n'a pas le contact avec les clients, enfin c'est pas le même contact avec les clients parce que c'est vraiment très particulier, les gens viennent parce qu'ils veulent venir, pas parce qu'ils sont obligés de venir. L'oncologie c'est hyper intéressant, on s'attache aux animaux parce qu'on les voit, enfin voilà, aussi un des gros avantages c'est que on voit les animaux, on sait pourquoi ils viennent, on sait pourquoi ils sont là, alors qu'après des fois on posait des trucs sur des animaux, on savait pas forcément pourquoi. Oui. Et ce côté et puis c'est vraiment du bien-être de l'animal
Vraiment, voilà, c'est de l'accompagnement de fin de vie et c'est beaucoup moins dur physiquement parce que pour dire à Frégis, il y avait des journées où quand on était en imagerie où on faisait des radios, on faisait des trentaines de radios par jour où on portait des gros chiens pour des PTH. Enfin voilà, c'était physiquement très très dur. Mon dos, j'avais plus de dos. Là, je commence à retrouver un dos qui ressemble à quelque chose. Mais en fait, l'accident, après l'accident, j'ai eu énormément de mal. Je n'arrivais plus à rien porter, et j'ai eu énormément de mal à récupérer parce que j'étais toute raide du côté droit. Et une fois que je suis partie de Frégis, j'ai réussi à récupérer beaucoup mieux parce que je pense qu'il y avait aussi beaucoup de stress aussi qui faisait enfin voilà, la surcharge de travail et vraiment c'est la surcharge de travail à Frégis qui m'a fait partir parce que quand on est jeune, quand on a quand on n'a pas d'enfants, quand on est jeune, il y a deux collègues trois il y en a deux qui ont 30 ans de métier à Frégis, hein, donc on peut le faire aussi très longtemps. Oui. Mais de toute façon, chacun a sa propre histoire, a ses propres réalités et son propre parcours. Et pour toi, c'était devenu à un moment donné trop lourd de travailler au CHV de Frégis. Et effectivement, avec un enfant, avec une vie de famille, ça devenait plus gérable pour toi. Voilà, c'est ça. Puis ma fille qui rentrait à l'école, je me disais, en fait, que ce soit mon conjoint qui aille la chercher tous les jours à l'école, parce que moi, je finis à 20h, et puis que même les jours où je travaille pas, je dois être disponible. Je me disais, en fait, à un moment, je ne peux plus, c'est plus possible. Enfin, j'ai besoin d'avoir ma vie, de retrouver de ne pas vivre pour mon travail, parce que c'est ce que j'ai fait pendant 17 ans, c'est je vivais pour mon travail, et j'adorais ça. Et là, j'avais besoin de vivre pour ma famille, pour moi, pour moi, non, plus pour ma famille, parce que pour moi, si je m'étais écoutée que moi-même, je pense que je serais restée à Frégis. Oui, non, c'est ça, bien sûr, c'est vraiment pour ta famille, et pour le bien des gens que tu aimes et qui t'aiment. C'est ça, exactement. Alors, on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant de ton rôle et de ton métier finalement d'ASV au sens strict. Tu nous as aussi dit que tu avais été formatrice pour le GIPSA. En quelques mots, pourquoi ce choix-là, cette décision-là? T'étais pas assez surchargée a priori à l'époque? Non, à l'époque ça allait encore à peu près. C'était une époque encore où c'était pas encore trop surchargé. Et c'était franchement au départ la première chose pourquoi j'ai commencé la formation, c'était une histoire d'argent pour pouvoir compléter mes fins de mois parce que j'étais toute seule à l'époque et que j'avais besoin de compléter je m'en sortais pas financièrement. Et en fait, donc j'ai commencé et en fait j'en ai fait pendant pas mal de temps parce que en fait j'ai adoré ça. Moi qui me pensais jamais capable de pouvoir former des gens et d'être représentée et de me représenter devant un public. Et en fait j'ai adoré ça parce que c'est un partage d'expérience et j'apprenais mon métier à d'autres. Et ça j'ai adoré. Et vraiment de partager, je faisais que des cours pratiques, donc de partager ce que je sais le mieux faire dans la vie, j'ai adoré. Et avec la naissance de ma fille, j'ai un petit peu diminué. Avant je faisais 5 jours par mois, on va dire en moyenne, 5-6 jours par mois. Je suis passée à 1 jour par semaine après la naissance de ma fille, et là maintenant j'en fais quasiment plus parce que je sens que au bout de 10 ans aussi ça évolue beaucoup, et puis j'ai un peu jury, c'est moins de la représentation, faut être très concentré, ça permet aussi de rester un peu informé de ce qui se passe dans le métier, mais c'est vrai que maintenant je suis un peu, j'ai dit on va faire un petit peu moins, parce que sinon à un moment si je veux vraiment me concentrer, en fait c'est vraiment la vie de famille, hein. C'est vraiment la vie de famille qui fait les enfants ça occupe, ça occupe beaucoup quand même. Non, puis c'est vrai que c'est un sujet qui a été abordé dans plusieurs épisodes d'ailleurs de Veto Micro, où on a interviewé et suivi le parcours de nombreux confrères et consoeurs vétérinaires, mais pour le coup c'est la place de l'enfant et la vie de famille, elle n'est pas toujours facile à placer avec nos métiers, avec des horaires décalés, avec des horaires qui sont très prenants, avec des journées qui sont extrêmement fatigantes, éprouvantes, parfois émotionnellement aussi. Et puis il faut rentrer à la maison, poser tout ça dans un coin et enchaîner sur notre deuxième journée, notre journée de maman. C'est pas toujours simple, c'est sûr. C'est sûr.
faut réussir à trouver un équilibre. Je crois qu'on a fait un peu le tour de ton parcours. Tu es à Effelvet là maintenant depuis un peu plus d'1 an. Tu as levé le pied, tu l'as dit, du côté formatrice. Comment ça se passe? Est-ce que tu l'as finalement trouvé, cet équilibre que tu cherchais? Oui, complètement. Mais en fait, c'est ce que je disais avec Aurélia, ma patronne, la dernière fois, c'est que je pense avoir trouvé la structure qui me convient complètement et où me vois aussi rester longtemps. Après, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais c'est tout à fait la structure qui me correspond, où le rythme est plus calme. On prend le temps de faire les choses, même s'il y a des journées où c'est un peu plus intense que d'autres. C'est jamais aussi intense que ce que c'était là à Frégis. Et on prend le temps de faire chaque cas. On a des horaires qui sont, enfin, on peut finir à 16h. Bon, il y a des journées encore de 8-20, mais c'est 4 jours maximum par semaine. On travaille un samedi sur 5. Donc, dans le métier d'ASV, on va dire que ça n'existe quasiment pas. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Donc, non, enfin, de finir à 16h, même de finir à 16h, j'arrive à aller chercher ma fille à l'école, j'arrive à trouver j'ai du temps pour moi, j'ai mes mercredis en plus, donc, voilà, le boulot et j'ai envie de m'investir dans cette clinique, j'ai envie de faire en sorte qu'elle s'épanouisse parce que c'est une clinique qui est de référé, donc c'est un peu plus, pas de luxe, c'est un peu de luxe, on va dire. Si, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, je réfléchissais à ça, mais c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que vous êtes surtout sur une clientèle qui, par définition, ne passe la porte de chez vous que parce qu'elle est motivée. Et qu'elle peut évidemment aussi se le permettre, sinon elle passerait pas la porte. Et du coup, c'est vrai que c'est un vrai luxe dans nos professions. Ce que je remarque d'ailleurs dans ton parcours, c'est que tu es partie d'une toute petite structure, puis une structure un tout petit peu plus grosse dans tes premières années, puis Frégis, qui bien grosse comme structure avec un rythme extrêmement dynamique. Et finalement, ça fait sens d'arriver à Effelvet. Tu disais tout à l'heure, c'est une clinique spécialisée en oncologie, donc vous êtes spécialisé sur un domaine avec cette gestion de grands malades, de patients vraiment atteints, mais avec tout le bien-être qui va avec pour les accompagner au mieux. Donc, c'est tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? D'être heureuse. D'être heureuse. Voilà. C'est tout, parce que mon métier me rend heureuse et je pense que c'est l'essentiel dans ce métier, c'est de se sentir heureuse et épanouie et tant qu'on a ça, je pense qu'on ne peut être que bien. Oui, et puis moi je vais rebondir sur ce que tu nous as partagé pendant tout l'épisode. Si à un moment donné vous avez fait le tour d'un poste, pensez à changer de structure avant de penser à changer de métier. Je pense que tu en es la preuve vivante, savoir à un moment donné s'écouter et rebondir sans pour autant se dire c'est le métier qui me convient plus, mais peut-être le poste qui me convient plus. C'est peut-être le message à faire passer à nos auditeurs et à nos auditrices. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu voudrais ajouter et partager avec nos auditeurs? Non, je pense qu'on a déjà pas mal abordé de sujets de. Bah, tant mieux. Si nos auditeurs le désirent, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Bien sûr. D'accord, on mettra en bio. Alors, tu m'avais laissé ton compte Instagram et ton adresse mail éventuellement, comme ça. Bien sûr. Bah, super. Donc, on se permettra de tout mettre en bio. Merci Alexandra pour ce joli moment. Avant de nous quitter, j'aimerais remercier toutes les ASV qui nous ont contactés après notre appel à témoins et qui avaient envie de partager avec nous leur expérience. Preuve qu'Alexandra n'est pas la seule à exercer cette profession passion depuis plus de 20 ans. Nous nous retrouverons la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Vet au micro hors série de l'été spécial ASV. On recevra Cindy Bouquemont qui viendra nous parler de sa vie d'ASV bien sûr, mais aussi de sa vie d'autrice. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Merci Alexandra. Merci au revoir. Beaucoup. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.